le silence. Un silence si profond qu'il semble absorber jusqu'à vos pensées. Imaginez-vous suspendu dans le vide, seul face aux commandes d'un vaisseau lancé dans l'immensité noire, loin de toute étoile, loin de toute voix, loin même de tout souvenir du sol. Devant vous, un écran clignote. 100 000 km par seconde, 200 000 km par seconde, 250 000 km par seconde. Le souffle se suspend, le temps s'étire, vous frôlez l'inconcevable, la vitesse de la lumière. Mais que se passerait-il vraiment si vous étiez dans un vaisseau spatial comme celui-ci et que vous atteigniez la vitesse de la lumière? Que se passerait-il si vous essayiez de la dépasser? Parce que cette vitesse, on nous l'a toujours enseignée comme étant la limite absolue, infranchissable. On nous l'a apprise telle qu'elle au collège et au lycée. On l'a acceptée sans vraiment la remettre en question, sans vraiment s'interroger là-dessus. Parce que cette limite pose beaucoup de problèmes, soulève beaucoup de paradoxes. Est-ce qu'il y a un mur invisible qui nous bloque? Est-ce qu'il y a une force mystérieuse qui nous retient lorsqu'on essaye de franchir cette limite? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dépasser cette vitesse? Quand on se jette dans le vide, à un moment, on atteint ce qu'on appelle une vitesse terminale. En fait, c'est la vitesse maximale qu'on ne peut pas dépasser. Mais on ne peut pas dépasser cette vitesse parce que l'air, les frottements nous ralentissent. Plus on tombe vite, plus l'air nous pousse dans le sens inverse, jusqu'à ce que ces deux forces s'équilibrent. Mais dans le vide, il n'y a pas de frottement. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir accélérer à l'infini? Et cette question est extrêmement importante parce qu'en ce moment, on nous parle beaucoup d'exploration spatiale. On nous parle beaucoup d'aller visiter d'autres planètes. Et le problème, c'est que la vitesse de la lumière, c'est lent. Très lent. Alors oui, à notre échelle, la vitesse de la lumière, c'est rapide. On n'a pas le temps de la voir passer. On utilise même l'expression « vitesse lumière » pour dire que quelque chose va très très vite. Mais à l'échelle de l'univers, c'est rien du tout. Rien que le Soleil, la lumière met quelques minutes pour venir jusqu'à nous. C'est-à-dire que là, si notre Soleil s'éteignait, disparaissait, on mettrait 8 minutes à s'en apercevoir, le temps que la lumière vienne jusqu'à nous. Comme la vitesse de la lumière est lente, ça veut dire que ça met du temps. Mais c'est encore pire quand il est question des étoiles de notre galaxie qui mettent des centaines de milliers d'années à nous parvenir. C'est-à-dire que quand on regarde les étoiles de notre galaxie, en fait, on voit des scènes qui se sont produites il y a des centaines de milliers d'années. Et quand on regarde loin dans l'univers, en fin de compte, on regarde loin dans le passé. Comme on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, déjà aller de bout en bout de notre galaxie, ça prendrait des centaines de milliers d'années. Mais aller dans d'autres galaxies, ça prendrait un temps fou. Et c'est aussi cette limitation qui nous bloque sur Terre. Donc en fait, on ne parle pas de quelque chose d'anodin. Résoudre le mystère de la vitesse de la lumière, c'est peut-être ce qui nous permettra déjà de mieux comprendre notre univers, l'univers dans lequel on est, mais aussi d'ouvrir la porte au voyage intergalactique. Alors, je sais, vous vous dites sans doute que oui, c'est bien beau de regarder cette vidéo, mais on la connaît la réponse. On sait qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Eh bien, vous allez voir que c'est une question qui est souvent mal comprise et que la vérité, comme toujours en science, est beaucoup plus subtile qu'on croit. Qu'atteindre la vitesse de la lumière est loin d'être impossible. Et je dirais même, vous êtes déjà actuellement en train de voyager à la vitesse de la lumière sans même que vous en rendiez compte. Chacune des particules de votre corps voyage ici et maintenant à la vitesse de la lumière. Mais pour comprendre ce mystère, il va falloir avant qu'on remonte un petit peu le temps. Notre histoire commence à Paris en 1676 au sommet de l'Observatoire Royal. Un soir, un jeune astronome danois de 32 ans, Ole Rømer, scrute le ciel nocturne avec une patience infinie. Il ne cherche ni comète, ni éclipse spectaculaire, il observe quelque chose de beaucoup plus discret, mais d'infiniment plus révélateur. Les allées et venues d'Io, la lune la plus rapide de Jupiter. Son travail semble modeste, calculer les horaires des éclipses d'Io afin d'aider les marins à se repérer en mer. Mais derrière cette répétition mécanique se cache un mystère, un minuscule glissement, un décalage dans les éclipses. Rømer remarque que lorsque la Terre s'éloigne de Jupiter sur son orbite, les éclipses arrivent en retard. Lorsqu'elles se rapprochent, elles surviennent légèrement plus tôt que prévu.
Ces écarts sont subtils mais constants. Et ils finissent par atteindre jusqu'à 22 minutes entre les moments les plus extrêmes. À l'époque, la plupart des astronomes incriminent l'orbite d'Io, la qualifiant de capricieuse. Mais Romer, lui, sent que quelque chose se joue. Il a une intuition radicale, une idée presque hérétique pour son siècle. Et si la lumière mettait du temps à voyager ? Imaginez ce moment. L'univers, jusqu'à là pensé comme instantané, bascule. Le ciel, ce vaste théâtre où tout semblait se jouer sans délai, se révèle être un spectacle en différé. Romer comprend que lorsque la Terre est plus éloignée de Jupiter, la lumière doit parcourir un plus long trajet. Elle prend donc plus de temps, et ce temps explique ce retard. Avec les maigres outils de son époque et une estimation de l'orbite terrestre, il évalue la vitesse de la lumière à 200 000 km par seconde. C'est une première, un saut titanesque dans notre compréhension de l'univers. Pour la première fois, l'humanité découvre que la lumière, ce rayon qui semble jaillir sans délai, n'est pas infini. Elle a une vitesse, elle a un rythme. Mais ce n'est qu'un début. Romer venait de dévoiler une vérité troublante. Cette vérité allait bientôt poser une question encore plus profonde. Peut-on, depuis la Terre, mesurer cette vitesse avec une précision irréfutable ? Il faut attendre 1849, près de 2 siècles plus tard, pour qu'un jeune physicien français ose relever le défi. Son nom ? Hippolyte Fizeau. Il a 29 ans, et une idée aussi simple que géniale, pourquoi ne pas mesurer la vitesse de la lumière ici, sur Terre, comme on pourrait mesurer celle d'un cheval ou d'une balle. Entre deux villes, il met au point un dispositif d'une beauté mécanique fascinante. Une source lumineuse, une roue dentelée tournant à très haute vitesse et un miroir distant de 8 km. Le principe est simple. La lumière passe à travers les dents de la roue, file vers le miroir, se réfléchit et revient. Si la roue tourne suffisamment vite pendant ce trajet aller-retour de 16 km, une dent mobile vient bloquer le rayon de lumière. En ajustant avec soin la vitesse de rotation, Fizeau trouve le point exact où la lumière disparaît. Il calcule alors le temps qu'il lui faut pour faire ce voyage. Résultat, 315 000 km par seconde, à quelques battements d'ailes près de la valeur moderne. Pour une mesure faite avec des miroirs et des dents métalliques, c'est impressionnant. Mais c'est pas seulement la précision du chiffre qui impressionne, c'est la preuve expérimentale que la lumière n'est pas une abstraction. Elle obéit à une vitesse mesurable, observable et tangible. Ça n'est plus un concept lointain, c'est une réalité physique qu'on peut capturer, chronométrer et qu'on peut comprendre. Et pourtant, une énigme encore plus grande est sur le point d'émerger. Parce que dans les années qui suivent, une autre expérience va tenter de démontrer le support invisible dans lequel cette lumière se propage, et va, à la surprise générale, échouer. Une absence de résultat qui va faire trembler la physique sur ses fondations et ouvrir la voie à l'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine. Nous sommes maintenant en 1887 à Cleveland. Deux physiciens, Albert Michelson et Edward Morley, se préparent à lancer l'une des expériences les plus importantes et les plus déconcertantes de toute l'histoire de la science. Leur objectif est simple, détecter l'éther. À cette époque, on pense que la lumière, comme toute onde, a besoin d'un support pour se propager. On imagine alors un milieu invisible, omniprésent, immobile, l'éther luminifère. L'espace entier serait rempli de cette substance fantomatique et la lumière ondulerait comme les vagues à la surface d'un océan. Logiquement, si la Terre se déplace dans cet éther à 30 km par seconde autour du Soleil, alors la vitesse de la lumière devrait varier selon la direction du mouvement terrestre. Un petit peu comme si vous nagiez dans une rivière. Dans le sens du courant, vous allez plus vite. À contresens, vous allez plus lentement et perpendiculairement, votre trajectoire se déforme. Michelson conçoit donc un instrument d'une précision stupéfiante, un interféromètre. Il sépare un rayon lumineux en 2 faisceaux, les envoie dans 2 directions perpendiculaires, puis les recombine. Si l'éther existe et que la lumière met un temps différent à parcourir 2 trajets, cela créerait un décalage dans les franges d'interférence visibles à l'œil nu. Le calcul est simple et le résultat attendu est net.
il devrait y avoir un déplacement de 0,4 franges, suffisant pour être mesuré, confirmé et annoncé. Il lance l'expérience et rien. Pas de décalage. Aucune variation. Il tourne l'appareil de 90 degrés et toujours rien. Il répète l'expérience à différentes saisons dans l'espoir de capter l'effet du mouvement orbital de la Terre et toujours zéro variation. La lumière va à la même vitesse dans toutes les directions. Et le résultat est non seulement surprenant, mais il est incompréhensible. Comment expliquer une telle variation si la Terre fonce à toute allure dans un vent d'éther ? C'est comme si vous nagiez dans une rivière en furie et que vous constatiez que votre vitesse de nage est la même, peu importe le sens dans lequel vous nagez. Les physiciens sont déconcertés. Certains avancent que la Terre entraîne peut-être l'éther avec elle, comme un filet d'air piégé autour d'un avion. D'autres, plus ambitieux, suggèrent que les objets se contractent légèrement dans le sens de leur mouvement. Une hypothèse proposée par George Fitzgerald. C'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Mais tout ça reste du rafistolage, des rustines conceptuelles pour éviter de remettre en cause les fondations mêmes de la physique newtonienne. Et puis un jour, dans un modeste bureau de brevet de Berne, en Suisse, un jeune homme de 26 ans, cheveux en bataille, sourire énigmatique, griffonne ses idées sur un cahier. Albert Einstein. Il propose une idée que personne n'avait osé formuler. Et si ce n'était pas la lumière qui s'adaptait à notre mouvement ? Et si c'était le temps et l'espace eux-mêmes qui se pliaient à la constance de la lumière ? À cette époque, il travaillait 6 jours par semaine dans le bureau de brevet de Berne en examinant des demandes de synchronisation d'horloges pour les chemins de fer suisses. Une tâche apparemment banale qui va le mener à la découverte la plus importante de la physique moderne. Imaginez-le réfléchissant au problème de coordination temporelle entre les gares. Comment s'assurer que toutes les horloges d'un réseau ferroviaire affichent la même heure ? Comment définir la simultanéité entre les événements distants ? Ces questions pratiques vont nourrir une réflexion plus profonde. Einstein se pose une question simple, presque enfantine. Que se passerait-il si je courais à côté d'un rayon de lumière ? Selon la physique classique, je devrais voir de la lumière immobile, comme une vague figée dans l'espace. Mais des équations de Maxwell sur l'électromagnétisme disent que ça ne peut pas exister. Une onde électromagnétique immobile n'a pas de sens physique. C'est une contradiction fondamentale qui va mener Einstein à remettre en question nos idées les plus basiques sur la réalité. Einstein fait alors un pari audacieux. Un de ces paris qui change le cours de l'histoire. Au lieu de remettre en question les équations de Maxwell, il remet en question nos idées sur l'espace et le temps. Il propose 2 postulats révolutionnaires. Premier postulat, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertes. Autrement dit, il n'y a pas de référentiel privilégié dans l'univers. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes immobile de manière absolue. Deuxième postulat, la vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous les observateurs, quelle que soit leur vitesse. Ce deuxième postulat peut sembler fou. Comment la lumière peut avoir la même vitesse pour tout le monde ? C'est contraire à notre observation quotidienne. Imaginez, vous êtes confortablement installé dans un train qui va à 100 km/h. Devant vous, un couloir. Vous tenez une balle. Vous la lancez à l'avant à 50 km/h par rapport au train. Pour un observateur immobile sur le quai, cette balle se déplace à 150 km/h. C'est plutôt basique, une simple addition de vitesse. Intuitive, naturelle. Maintenant, refaites la scène. Même train, même mouvement, mais cette fois-ci, vous allumez votre lampe de poche. Le rayon de la lumière jaillit vers l'avant à la vitesse de 300 000 km/s dans votre référentiel. Et pour un observateur sur le quai, eh bien, même vitesse. Exactement la même vitesse. Pas 1 km/h de plus, ni 1 km/h de moins. Comment est-ce que ça pourrait être possible ? Pourquoi est-ce que la lumière ne se cumule-t-elle pas à la vitesse du train ? Parce que quelque chose d'invisible mais fondamental est à l'œuvre. L'élasticité de l'espace-temps. Einstein nous le révèle. Pour que la lumière reste fidèle à elle-même, le temps ralentit et l'espace se contracte. L'univers ajuste ses propres règles pour préserver cette constance. L'espace et le temps, qu'on croyait jusqu'à là absolus et fixes, se révèlent en fait souples, adaptatifs, relatifs.
Ce que Newton prenait pour une scène immobile, un décor universel, devient chez Einstein un acteur dynamique, un danseur silencieux qui se plie, s'étire ou se recroqueville au rythme des mouvements. C'est une vraie révolution. Nous sommes plus simplement en mouvement dans l'univers, nous déformons l'univers par notre mouvement. Mais pourquoi cette vitesse précise ? Pourquoi 299 792 458 km par seconde et pas 1 km/h de plus ? Voici le premier malentendu fondamental que nous devons corriger. Cette vitesse n'appartient pas à la lumière. C'est un nom trompeur, un accident de l'histoire qui nous égare depuis plus d'un siècle. Les ondes gravitationnelles voyagent aussi à la vitesse de la lumière. Les neutrinos sans masse aussi. En fait, tout ce qui n'a pas de masse voyage obligatoirement à cette vitesse. Ils n'ont pas le choix. Sans masse, ils ne peuvent pas ralentir, ils ne peuvent pas s'arrêter. Alors, de quoi s'agit-il vraiment ? Cette vitesse est en réalité la vitesse de l'information. C'est la vitesse de la causalité. Littéralement, la vitesse de la réalité elle-même. Imaginez l'univers comme une gigantesque toile élastique à 4 dimensions. Cette toile a une propriété fondamentale. L'information ne peut pas s'y propager plus vite qu'une certaine vitesse. Cette vitesse est d'environ 300 000 km par seconde. Pourquoi cette valeur précise ? Eh bien, c'est un petit peu comme se demander pourquoi est-ce que pi vaut 3,14. C'est pas un choix arbitraire de la nature. C'est une propriété fondamentale de la géométrie de l'espace-temps, inscrite dans la structure même de la réalité. Cette vitesse définit la structure causale de l'univers. Elle détermine comment les causes peuvent produire des effets, comment l'information peut se propager, comment l'univers peut rester cohérent et logique. Sans cette limite, il n'y aurait pas de causalité, et les effets pourraient précéder leur cause. L'univers deviendrait un chaos incompréhensible où le passé, le présent et le futur se mélangeraient dans une bouillie temporelle. Cette vitesse limite n'est donc pas juste une contrainte arbitraire imposée par un univers capricieux. C'est la vitesse à laquelle la cohérence elle-même se propage dans l'espace-temps. C'est le rythme auquel la réalité se synchronise avec elle-même. Si le soleil s'éteignait subitement, nous le saurions seulement qu'au bout de 8 minutes et 20 secondes. Pas parce que la lumière met du temps à nous parvenir, mais parce que l'information même de cet événement ne peut pas voyager plus vite que cette vitesse fondamentale. Pendant ces 8 minutes et 20 secondes, la Terre continuerait d'orbiter autour d'un soleil qui n'existe plus parce que l'information gravitationnelle de sa disparition n'aurait pas encore eu le temps de nous atteindre. C'est la vitesse à laquelle l'univers met à jour sa propre cohérence. Mais voici maintenant la révélation qui va complètement retourner votre compréhension de la réalité. Cette vitesse que nous venons de découvrir, cette limite universelle, cette vitesse de cohérence cosmique, vous la vivez déjà, à chaque instant de votre existence. Alors, si cette vitesse dont on parle définit la structure même de l'univers, si elle détermine comment l'information se propage et comment les causes produisent leurs effets, alors qu'est-ce que cela nous dit sur notre propre existence ? Parce que nous aussi, nous sommes de l'information. Nous aussi, nous sommes des événements qui se propagent dans l'univers. Nous aussi, nous participons à cette grande symphonie causale. Et c'est là que tout bascule. Pour comprendre ce que je m'apprête à vous dire, il faut d'abord que vous changiez complètement votre vision de l'espace-temps. Oubliez l'idée que l'espace et le temps sont séparés. Oubliez l'idée qu'il y a d'un côté l'espace avec ses 3 dimensions et de l'autre côté le temps qui s'écoule uniformément. En réalité, l'espace et le temps ne forment qu'un. Ils forment ce qu'on appelle l'espace-temps. Une entité unique à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Imaginez que vous regardiez une carte routière. Sur cette carte, vous voyez des routes qui vont du nord vers le sud et d'autres qui vont d'est en ouest. Vous pouvez choisir de prendre une route plutôt qu'une autre. Vous pouvez aller vers le nord ou vers l'est, mais au final, vous vous déplacez toujours sur la même carte. L'espace-temps, c'est pareil. Vous pouvez vous déplacer plus dans l'espace ou plus dans le temps, mais vous vous déplacez toujours dans la même entité, l'espace-temps. Et voici le point crucial. Dans l'espace-temps, tout mouvement a une vitesse totale constante. Cette vitesse totale, c'est exactement la même que la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas échapper à cette vitesse.
Vous ne pouvez pas ralentir. Vous ne pouvez pas accélérer. Vous voyagez toujours à cette vitesse dans l'espace-temps. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de redistribuer cette vitesse entre l'espace et le temps. Reprenons l'analogie de la carte routière. Imaginez un instant que vous ayez un budget de vitesse fixe, disons 100 km/h. Vous pouvez choisir d'aller à 100 km/h vers le nord et 0 km/h vers l'est, ou 50 km/h vers le nord et 50 km/h vers l'est, ou encore 0 km/h vers le nord et 100 km/h vers l'est. Dans tous les cas, votre vitesse totale reste la même. Seule la répartition change. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'espace-temps. Vous avez un budget de vitesse totale fixe, qui est le même que celui pour la lumière. Vous pouvez le répartir entre du mouvement dans l'espace et du mouvement dans le temps. Quand vous êtes assis tranquillement, immobile, vous dépensez la totalité de votre budget de vitesse dans la dimension temporelle. Vous filez à travers le temps à la vitesse de la lumière. Quand vous vous levez et que vous marchez, vous redistribuez une infime partie de votre budget temporel vers du mouvement spatial. Vous ralentissez, entre guillemets, légèrement le temps pour accélérer dans l'espace. Quand vous montez dans une voiture et que vous roulez à 130 km/h, vous redistribuez un peu plus de votre budget vers l'espace. Vous ralentissez un peu plus dans le temps. Et si vous montez dans une fusée et que vous atteignez une vitesse proche de celle de la lumière, vous redistribuez presque tout votre budget dans l'espace. Le temps ralentirait énormément pour vous par rapport à un observateur extérieur. C'est exactement ce qu'Einstein avait découvert avec la dilatation du temps. C'est pas un effet mystérieux, c'est simplement la conséquence de cette redistribution de la vitesse de l'espace vers le temps. Mais voici la révélation qui va changer votre compréhension de vous-même. Même quand vous pensez être parfaitement immobile, en réalité, vous n'êtes jamais immobile. En ce moment même, assis là tranquillement, vous voyagez dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Vous êtes un voyageur cosmique, un explorateur de l'espace-temps. Vous n'avez jamais cessé de bouger depuis votre naissance. Vous ne cesserez jamais de bouger jusqu'à votre mort. Chaque seconde de votre vie, vous avancez presque à la vitesse de la lumière dans la dimension temporelle de l'espace-temps. Les photons, eux, font exactement l'inverse. Ils dépensent la totalité de leur budget vitesse dans la dimension spatiale. Ils filent à travers l'espace à 300 000 km par seconde. Mais pour eux, le temps ne se passe pas. Un photon émis par une étoile il y a des milliards d'années n'a pas vieilli d'une nanoseconde quand il atteint votre œil. Vous et ce photon voyagez à la même vitesse totale à travers l'espace-temps. La seule différence, c'est la répartition de cette vitesse entre l'espace et le temps. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'immobilité totale est impossible. C'est pas juste une limitation technique ou une contrainte physique, c'est une impossibilité conceptuelle. Être immobile, ça signifie tout simplement ne pas exister dans le temps. Ça signifie être figé dans un instant éternel, déconnecté du flux de la réalité. Cela signifie cesser d'être. L'immobilité absolue, c'est la mort de l'existence elle-même. Seul le mouvement perpétuel à travers l'espace-temps permet à la réalité d'exister, de persister et de devenir. Vous êtes donc condamné au mouvement, condamné à la vitesse, condamné à danser cette danse cosmique jusqu'à la fin des temps. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, souvenez-vous de ceci. Vous ne les observez pas depuis un point fixe de l'univers. Vous les observez depuis votre propre vaisseau spatial filant à travers l'espace-temps à la vitesse de la lumière. Vous êtes condamné à avancer. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas arrêter. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas rester immobile. L'univers vous impose cette vitesse constante à travers l'espace-temps. Mais dans cette condamnation se cache notre seule et unique liberté, le choix de la direction. Nous pouvons choisir d'avancer principalement dans le temps en restant relativement immobile dans l'espace, ou nous pouvons choisir d'avancer davantage dans l'espace en ralentissant votre progression dans le temps. Nous sommes des voyageurs cosmiques condamnés au mouvement perpétuel, mais libres de choisir notre propre route. La vitesse de la lumière n'est pas une limite qui nous sépare des étoiles. C'est le rythme inéluctable de notre propre existence, la cadence à laquelle nous sommes tous contraints d'avancer vers l'avenir.